Bonsoir à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre webinaire sur les cannabinoïdes à usage médical. Je me présente, je m'appelle Amélie Bechler, si j'arrive à mettre la caméra. Voilà. Je suis en charge des cours et des formations au Centre roman de la Société suisse de la sclérose en plaques et je suis accompagnée ce soir de ma collègue Rachel Luciani, assistante sociale. Au programme de ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir la doctoresse Deborah Litsky-Aziza, médecin adjointe au HUG, spécialiste en médecine interne et médecine des addictions. Pour rappel, si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les écrire à tout moment dans l'espace prévu à cet effet dans le panel du webinaire Q&R qui se trouve en général en dessous ou en dessus de votre écran. On va tâcher d'y répondre à la fin de la présentation. On va peut-être par contre pas réussir à répondre à tout le monde et à toutes les questions, surtout si certaines sont trop spécifiques. Mais vous pourrez également prendre contact avec nous par téléphone ou email par la suite. Et comme d'habitude, le webinaire sera disponible en ligne sur notre site internet d'ici quelques jours si vous souhaitez le consulter à nouveau. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir la doctoresse Deborah Litsky-Aziza, à qui je vais passer l'écran et qui va se présenter un peu plus en détail. À tout à l'heure. Bonne présentation. On voit, c'est tout bon. Voilà, vous m'entendez? Aussi, Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci à la Société suisse de la sclérose en plaques pour l'invitation pour cette présentation aujourd'hui sur la thématique des cannabinoïdes à usage médical. Je ne vois pas pour ma part ma présentation, donc je vais devoir départager. Voilà. Est-ce que vous la voyez? oui, c'est tout bon. Parfait. Euh, donc, je suis médecin aux hôpitaux universitaires de Genève, comme Madame Bechler le disait, au sein du service de médecine de premier recours. Et puis, j'ai une double spécialité en médecine générale et médecine des addictions. Et c'est à ce titre que dans notre unité, nous pouvons prescrire, entre autres, des médicaments à base de cannabis pour différentes indications médicales. Et c'est à ce titre, en tant que spécialiste des substances psychoactives, dont le cannabis, que je me suis intéressée ces dernières années à analyser des preuves scientifiques des cannabinoïdes en milieu clinique et à en prescrire avec une approche scientifique et rationnelle. Comme il s'agit d'un sujet de cannabinoïdes uniquement à usage médical aujourd'hui, je ne parlerai que de médicaments ingérés sous forme orale et non pas de cannabis inhalé ou fumé. Voilà, pour cette présentation, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je vais vous proposer le plan suivant. Tout d'abord, donc quelques définitions des cannabinoïdes, leurs effets, leurs mécanismes type effets secondaires et différentes interactions médicamenteuses, leur place dans la médecine actuelle et en particulier lors de maladies comme la sclérose en plaques, les différents produits à base de cannabinoïdes disponibles sur le marché avant de conclure et je l'espère de pouvoir répondre à vos questions. Les cannabinoïdes constituent un groupe de molécules lipophiles qui agissent sur des récepteurs spécifiques. Il existe trois groupes de cannabinoïdes. Tout d'abord, les endocannabinoïdes qui, eux, sont présents naturellement dans le corps humain et constituent des neurotransmetteurs qui sont présents au niveau du système nerveux central et périphérique. Il existe des phytocannabinoïdes qui, eux, sont des dérivés de la plante de cannabis, et puis des cannabinoïdes dits de synthèse qui sont élaborés directement en laboratoire, comme par exemple le dronabinol. Ces différents cannabinoïdes vont agir sur des récepteurs spécifiques aux
cannabinoïdes. Il y a tout d'abord les CB1 que vous voyez en bleu ciel au niveau du graphique, qui sont essentiellement situés au niveau du système nerveux central, donc du système limbique, du cervelet, de l'hippocampe, du cortex, et dans une moindre mesure au niveau périphérique. Et puis les récepteurs CB2 en bleu marine qui, eux, sont surtout situés en périphérie, dans le système immunitaire et dans une moindre mesure au niveau du système nerveux central. On comprend déjà, vu la répartition très très diffuse de ces différents récepteurs, que l'activation de ceux-ci va générer une modulation de processus biologiques clés très différents, comme le sommeil, l'appétit, la douleur ou encore la mémoire. Cannabis est une plante très complexe qui contient plus de 400 composants différents, parmi eux plus de 100 cannabinoïdes différents. Les principaux, les plus connus, les mieux étudiés sont le fameux THC, dont vous avez certainement entendu parler, dont le nom complet est le delta 9 tétrahydrocannabinol, et le CBD, qui est le cannabidiol. La plante de cannabis contient également d'autres composés, comme par exemple les terpènes, les flavonoïdes, qui peuvent donner une consistance particulière aux préparations magistrales à base de cannabinoïdes, ainsi qu'une odeur spécifique, mais évidemment aussi des propriétés qui leur sont propres. Alors l'histoire des cannabinoïdes remonte à la nuit des temps, si j'ose dire, puisque le cannabis, ses dérivés sont utilisés depuis l'Antiquité dans différentes cultures, essentiellement pour un mieux-être, pour lutter contre l'anxiété, des troubles du sommeil ou encore la douleur. Et puis, il a fallu attendre 1964 pour que le professeur Raphaël Mechoulam puisse identifier la première molécule de THC. Et puis, le rationnel de l'époque a été de dire, bah, finalement, si une plante peut avoir des effets sur le corps et l'esprit humain, c'est que forcément, ce corps doit posséder des récepteurs qui puissent permettre une activité de cette plante. Et c'est comme ça que dans les années 90, les récepteurs d'abord CB1 et CB2 ont ensuite été découverts. Et puis, comme vous le voyez, il a fallu attendre 2005 pour que le Sativex, qui est un spray buccal, grosso modo de 50% CBD, 50% THC, soit approuvé en Amérique du Nord. Et puis 2018, pour que l'Epidiolex, qui est un médicament contenant uniquement du CBD, soit également approuvé et comme traitement de certaines formes d'épilepsie pharmacorésistante qui touchent essentiellement les enfants. Les propriétés des deux principaux cannabinoïdes sont les suivantes. Tout d'abord, pour le THC, les propriétés sont des propriétés antalgiques, donc anti-douleur, anti-spastiques, donc qui peuvent permettre une diminution des spasmes, orexigène qui augmente l'appétit, antiémétique, donc qui pourrait diminuer les nausées, et puis psychotrope constitue un effet finalement sur le système nerveux central. Alors cet effet psychotrope peut être l'effet finalement recherché pour certaines personnes qui vont consommer du cannabis euh, que ce soit comme autothérapie ou uniquement par plaisir, mais c'est aussi l'effet qui peut être redouté pour des personnes qui n'ont jamais consommé de cannabis et qui souhaiteraient pouvoir bénéficier de médicaments à base de cannabis. Le CBD est connu et reconnu pour des propriétés anti-épileptiques, comme j'ai pu le mentionner précédemment, possiblement antalgique dans une moindre mesure par rapport au THC, et ça, on y reviendra de façon détaillée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le CBD potentialise les effets du THC et en particulier les effets psychotropes. Donc, en association, le THC sera mieux toléré quand il est associé à du CBD. Anxiolytique, anti-stress, point d'interrogation. Les études sont relativement controversé par rapport à cette issue clinique. Antipsychotique peut-être à haute dose,
peut présenter une amélioration du sommeil. Et puis, question sur la modulation de l'immunité, et ça, d'autres études sont encore nécessaires. Ce qui est sûr, c'est que l'effet des cannabinoïdes est dose dépendant. Donc, plus évidemment on va augmenter les doses, plus on va ressentir des effets. Et ce qui est particulièrement intéressant concernant les cannabinoïdes, c'est leur multi-effet. C'est-à-dire le fait de pouvoir euh, obtenir différents effets avec un même médicament et typiquement sur cette fameuse triade, douleur chronique, anxiété et troubles du sommeil. Alors, les mécanismes possibles de l'effet antalgique ne sont pas totalement connus et sont probablement extrêmement complexes. Vous voyez sur le graphique de droite qu'en fait, l'activation des récepteurs CB1 que vous voyez ici et ici au niveau du petit chiffre numéro 2, que ce soit par des cannabinoïdes endogènes, comme j'ai pu le mentionner, ou des phytocannabinoïdes, finalement, va engendrer une cascade de réactions au niveau des terminaisons présynaptiques des neurones au niveau du cerveau qui vont modifier le flux de calcium, le flux de potassium, vont influencer la libération de vésicules qui transmettent des neurotransmetteurs, qu'ils soient excitateurs ou inhibiteurs. Et donc, vous voyez au niveau de ce graphique modifier finalement l'activité des neurones au niveau du cerveau. Ce qu'on pense, c'est que le CBD a très probablement un effet anti-inflammatoire, que le THC, lui, a un effet anti-spasme, et que d'une façon générale, le fait de consommer des cannabinoïdes va probablement détendre les gens, permettre une amélioration du sommeil, et que évidemment, l'évaluation de la douleur est un phénomène très subjectif, mais qu'à partir du moment où les gens ont les muscles détendus, sont plus reposés et peut-être moins anxieux, eh bien, c'est la perception de la douleur qui, à ce moment-là, peut être modifiée, ce qui est sensiblement et subtilement différent. Évidemment, comme tout médicament qui a des propriétés, il va sans dire que les effets secondaires peuvent survenir. Ils concernent essentiellement le THC et en particulier son effet psychotrope qui est dose dépendant avec la possible induction d'une fatigue, d'une sédation, en particulier pour les gens qui ne sont pas habitués à consommer du cannabis, peut amener, selon les doses, à une certaine forme de désinhibition, de modification de l'état de conscience ou de l'humeur. Bien sûr, peut amener à une augmentation du temps de réaction, ce qui représente des risques au niveau de l'accident de la route. Et puis rarement, et à des doses plutôt élevées, une désorientation, confusion, attaque de panique, délire, hyperémèse, le fait de vomir jusqu'à la psychose qui est extrêmement rare. À dose moindre, il peut y avoir la survenue de vertiges, de nausées, de maux de tête et puis assez typique de sécheresse buccale. Il peut également y avoir une hypotension et puis une tachycardie. Pour éviter ces effets secondaires indésirables, en milieu clinique, on a vraiment cette devise, on va commencer à un dosage de cannabinoïdes extrêmement bas, on va augmenter très lentement et progressivement la titration, donc les doses de cannabinoïdes, et comme pour tous les médicaments, finalement, on va viser la dose minimale efficace dans le but de permettre, s'ils sont présents, des effets bénéfiques et de minimiser le risque de survenue d'effets secondaires. Il existe également des contre-indications à l'initiation des cannabinoïdes, évidemment toute allergie connue, et puis des contre-indications qui, elles, sont relatives, comme la grossesse, la lactation, des troubles psychiatriques sévères, en particulier des états de psychose ou des attaques de panique, des troubles cardiaques sévères, notamment des troubles au niveau des coronaires ou du trouble du rythme important, et puis l'enfance ou l'adolescence, qui évidemment représente une période de neuromodulation, de besoin de consolidation de la mémoire. Donc, en dehors des maladies pédiatriques graves, nous ne les recommanderons plutôt pas. Alors, souvent, il y a eu cette crainte dans le milieu médical de dire, mais est-ce qu'il y a un risque finalement de prescrire des cannabinoïdes pour les personnes qui souffrent de maladies mentales?
Alors, une revue systématique de littérature parue dans The Lancet Psychiatry il y a quelques années a analysé sur plus de 30 ans, sur plus de 40 études concernant plus de 3000 patients, des personnes qui présentaient un trouble anxio-dépressif, un déficit de l'attention, un syndrome Gilles de la Tourette, des syndromes post-traumatiques et encore même des patients avec psychose. Et les résultats sont les suivants. C'est que chez ces patients qui avaient bénéficié de THC plus ou moins en association avec CBD, on observait une diminution de leurs symptômes anxieux et dépressifs ainsi que des douleurs chroniques, mais cependant une aggravation effectivement de symptômes dits négatifs en lien avec la psychose dans une étude chez 24 patients. Donc la conclusion des auteurs est finalement qu'on a observé peu d'effets secondaires, même chez des patients atteints de maladies mentales, mais qu'une attention particulière est évidemment requise pour celles et ceux qui présentent une psychose. Il y a également des interactions médicamenteuses entre, d'une part, les cannabinoïdes et les traitements concomitants que les personnes peuvent prendre. C'est ce qu'on appelle des interactions pharmacocinétiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails d'interaction avec les différents cytochromes, mais le message finalement que j'aimerais faire passer, c'est qu'avant l'initiation de la prise de cannabinoïdes, il est très important d'en parler avec votre médecin traitant pour s'assurer qu'il n'y a pas d'interaction, en particulier avec certains traitements oncologiques, comme certaines immunothérapies ou des traitements anticoagulants oraux, certains traitements antiépileptiques et autres, puisque les cannabinoïdes peuvent soit augmenter en fait la concentration dans le sang de ces médicaments et donc en augmenter leur toxicité potentielle, ou diminuer leur concentration dans le sang et diminuer leur efficacité, ce qui peut être extrêmement grave pour des traitements vitaux comme certains traitements oncologiques ou anticoagulants ou autres. Il existe également des interactions pharmacodynamiques avec d'autres substances psychoactives comme l'alcool, les opioïdes ou encore les benzodiazépines, donc à adapter et puis prudence évidemment dans la vie quotidienne et lors de la conduite automobile. Je voulais juste faire un petit rappel que finalement, pour savoir si un médicament est efficace ou pas, on se base sur une médecine fondée sur les preuves, hein. C'est ce qu'on appelle en anglais l'evidence-based medicine. Et cette approche s'efforce de fonder, dans la mesure du possible, l'élaboration de décisions cliniques sur les données actuelles les plus probantes via l'analyse d'essais cliniques, donc d'études randomisées où on va analyser par exemple les cannabinoïdes versus un médicament placebo, et puis également des revues systématiques des études contrôlées randomisées. Cette démarche de médecine basée sur l'évidence et pas finalement sur l'avis personnel du clinicien intègre trois composantes: l'expérience clinique évidemment du praticien, les meilleures données actuelles disponibles dans la littérature de la recherche et puis les préférences du patient qui restent au cœur de la décision. Voilà, à droite, vous voyez qu'une revue systématique, je voulais juste faire ce rappel parce que je vais beaucoup en parler, vraiment permet d'identifier, évaluer et synthétiser toutes les études sur le sujet et de permettre de dire, bah voilà, sur tel sujet, les cannabinoïdes ont prouvé tel niveau d'efficacité, mais aussi de risque pour la santé, puisque c'est ça dont les patients et les patientes ont besoin. La place des cannabinoïdes à usage médical. Il y a d'abord eu, en 2015, paru dans une des revues scientifiques les plus connues, le JAMA, une première grosse revue systématique de littérature avec méta-analyse sur la place des cannabinoïdes à usage médical. Cette étude, d'ailleurs, a été mandatée par l'Office fédéral de la santé publique la même année et les résultats sont les suivants. On voyait sur l'analyse de toutes ces études que finalement la qualité du niveau de preuve, donc ce qu'on appelle des évidences, était modérée concernant les douleurs chroniques et la spasticité. Et puis que les qualités étaient plutôt faibles concernant les nausées, vomissements, dus par exemple à des chimiothérapies, à des pertes de poids sur des infections VIH, à des troubles du sommeil également. Donc, on a eu en conclusion, des évidences modérées pour douleurs chroniques et spasticité. Ça, c'était il y a 10 ans.
Aujourd'hui, on voit que l'utilisation médicale actuelle des cannabinoïdes est représentée sur ce graphique avec l'épilepsie, cette forme d'épilepsie pharmacorésistante pédiatrique dont j'ai mentionné, qui, elle, a été vraiment la mieux étudiée. Et puis, on voit que la spasticité réfractaires lors de sclérose en plaques, mais également de tétraplégie ou suite à un AVC, eh bien, l'association THC-CBD a un niveau de preuve qui est intermédiaire. J'y reviendrai de façon plus détaillée. Également, lors de cachexie, donc d'état de dénutrition, de nausées, vomissements, que ce soit en raison de maladies oncologiques ou comme effet secondaire de traitements oncologiques, les douleurs réfractaires chroniques, quelles qu'elles soient articulaires, neuropathiques dans le cadre d'une fibromyalgie, les maladies inflammatoires chroniques des intestins avec surtout, dans les études, on va retrouver plutôt une amélioration de la qualité de vie plutôt que pas d'impact sur l'intensité des crises ou leur durée ni leur fréquence. La médecine palliative, maladie de Parkinson avec de plus en plus d'évidence en faveur du CBD, et puis des affections psychiatriques, que ce soit des troubles anxio-dépressifs, des troubles du sommeil, des déficits de l'attention, des chocs post-traumatiques où là, on aura un niveau d'évidence qui sera encore moins élevé. Les démences, notamment, on a deux études scientifiques contrôlées, randomisées, menées à Genève dans des EMS pour des personnes âgées institutionnalisées avec démence et troubles du comportement et rigidité qui ont pu montrer des résultats plutôt très favorables avec une diminution de la rigidité, une diminution de l'agitation, des cris et une satisfaction des équipes soignantes et des familles. Mais bien entendu, il s'agit d'études encore modestes sur lesquelles nous ne pouvons pas baser de recommandations. Et puis, le syndrome des dépendances à différentes substances psychoactives, que ce soit l'alcool, les benzodiazépines, la cocaïne, les cannabis, les opioïdes, on a de plus en plus d'études qui peuvent montrer un bénéfice concernant la diminution de la consommation de ces substances qui, elles, ont des effets secondaires importants et qui peuvent permettre aussi d'arrêter par exemple, de fumer avec toutes les problématiques en lien avec la combustion qu'on connaît. Ce qui est d'autant plus intéressant, je reviens à ce que je disais précédemment, c'est le multi-effet, c'est d'avoir différentes utilisations possibles qui peuvent permettre à un médicament d'avoir plusieurs effets bénéfiques sur sa santé. Alors, la loi suisse a changé au 1er août 2022. C'est pas tellement que les évidences scientifiques ont changé, mais c'est qu'il y a eu un réel intérêt de la population suisse, avec plus de 3000 demandes par an auprès de l'Office fédéral de la santé publique, puisqu'avant 2022, avant le 1er août 2022, chaque médecin qui souhaitait prescrire des médicaments à base de cannabis avec un taux de THC supérieur ou égal à 1%, ces traitements étaient considérés comme des stupéfiants, donc non autorisés, sauf sur autorisation exceptionnelle de l'OFSP. Face à ce constat d'une demande croissante de la population, l'OFSP a souhaité finalement faciliter l'accès euh, aux personnes qui pourraient en bénéficier en permettant à tout médecin pratiquant en Suisse de prescrire via une ordonnance à souche des médicaments à base de cannabis, quel que soit le taux de THC, euh, quel que soit, en laissant finalement libre choix au médecin qui est supposé connaître la littérature scientifique. Le problème, c'est que même si le Conseil fédéral a souhaité démocratiser l'accès des cannabinoïdes, dans la grande majorité des cas, ces traitements ne sont pas pris en charge par la LAMAL, éventuellement quelques complémentaires. Nous faisons des demandes pour chacune de nos prescriptions, mais les acceptations restent très modestes, hormis pour la spasticité réfractaire en cas de sclérose en plaques. Et ça, je vais y revenir juste après. Je voulais vous présenter les résultats. Ce qu'on peut voir sur l'année 2022-2023 en Suisse, c'est que la plupart des symptômes traités par des prescriptions de médicaments à base de cannabis étaient les suivantes. Des douleurs, qu'elles soient neuropathiques ou pas. Là, on est sur plus de la moitié. Et puis la spasticité, hein, qui est un des sujets du jour aujourd'hui, sur environ 20% des demandes. Si on parle de maladies traitées par ces médicaments à base de cannabis,
Là, on voit que les cancers arrivent plutôt en tête de liste, sclérose en plaques, 7% à peu près, migraine, maux de tête, fibromyalgie, arthrite. Puis ce que je trouve particulièrement intéressant sur le graphique du haut, c'est que vous voyez que presque 50% des personnes présentaient plus que deux symptômes. Pas une seule indication, mais plusieurs symptômes. Donc ça rejoint cette notion d'intérêt, des multi-effets des cannabinoïdes. Alors ça, ce sont les résultats en Suisse pour l'année 2022-2023. Et qu'en est-il chez les autres? Alors en Allemagne, vous voyez que sur l'année 2024, 2 ans plus tard, chez plus de 1000 patients-patientes, eh bien ce qu'on voit, c'est que la plupart des prescriptions de cannabinoïdes à usage médical concernaient aussi les douleurs, mais là, contrairement à chez nous, beaucoup plus de maladies mentales, hein, qui arrivent en deuxième position. Et puis aux États-Unis, 2022, également, on va retrouver des troubles psychiatriques où là, l'anxiété, le trouble anxieux, euh, arrive en première position. Alors, ce sont des collectifs relativement petits. J'ai mentionné les 1000 patients dans l'étude allemande et là, on est sur plus de 600 répondeurs américains. Mais je trouvais intéressant de voir aussi que le trouble anxio-dépressif arrive ainsi que les troubles du sommeil, ce qu'on ne va pas retrouver dans nos chiffres, et puis le choc post-traumatique, le PTSD. L'utilisation médicale des cannabinoïdes, si on parle de douleurs chroniques, on a une revue systématique de littérature avec méta-analyse parue dans le BMJ de 2021, laquelle certains de nos collègues genevois ont pu participer, qui est basée sur 4 revues systématiques, qui a mis en évidence, si on parle de douleurs chroniques et de sommeil, une amélioration faible au niveau des résultats, une amélioration de la fonctionnalité, donc la capacité de se mouvoir également faible, et par contre très peu d'effets secondaires. Ce qui ressort, c'est que finalement, ok, au niveau statistique, on voit qu'il y a une faible proportion des personnes qui avaient une amélioration de la douleur et une amélioration de la mobilité. Ce qui évidemment peut être perçu comme des résultats décevants. Mais c'est important de se rappeler qu'il y a quand même une subjectivité interpersonnelle en termes de significativité déjà de la diminution de l'intensité de la douleur, qui ne sera pas la même chez tout le monde. Et puis que chez la petite proportion des personnes chez qui il y avait une amélioration des douleurs de la mobilité, eh bien chez eux, cela avait une importance capitale en fait dans leur qualité de vie. Et que ça, c'est un élément dont on ne tient pas compte finalement dans les études. Et c'est pour ça que ce qu'on aimerait en tant que médecin, c'est pouvoir identifier au préalable ces personnes qui pourraient bénéficier d'un effet bénéfique des cannabinoïdes pour pouvoir leur administrer évidemment préférentiellement, ce qui est compliqué. Les auteurs proposent de commencer à bas dosage, d'abord du CBD sous forme ingérée, de titrer progressivement et puis de ne pas conduire lors de l'initiation du traitement des changements de dose. Une autre revue avec méta-analyse montre finalement, si vous voyez sur le rectangle rouge, qu'au niveau de la douleur chronique et puis toujours de la spasticité, on avait un effet bénéfique qui reste modéré. Donc on n'est pas sur un niveau d'évidence qui est fort, comme certains traitements. On peut dire ce traitement convient et marche. On ne peut pas trancher de façon si significative. On a beaucoup d'études, hein. C'est notamment ces dernières années. On a 60 études randomisées contrôlées récentes, plus de 57 revues systématiques avec méta-analyse. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas d'études, mais le problème, c'est que le niveau de preuve de certitude, il reste très faible à faible pour de nombreuses indications. Et c'est pour ça que c'est compliqué de recommander clairement les cannabinoïdes. Concernant la sclérose en plaques, je vous ai mis un document de Swissmedic qui stipule que le Sativex est utilisé
peut être utilisé en tout cas pour améliorer les symptômes de la spasticité modérée à sévère, donc invalidante, due à une sclérose en plaques chez des personnes qui n'ont pas répondu de manière adéquate aux autres traitements antispastiques au préalable et qui ont montré une amélioration cliniquement pertinente des symptômes liés à la spasticité lors d'une tentative initiale de traitement. Ce qui veut dire que Swissmedic reconnaît, et c'est la seule indication Swissmedic, donc ça mérite d'être souligné, qu'en cas de spasticité réfractaire au traitement classique, les cannabinoïdes, donc les sprays de Sativex 50% THC, 50% CBD, peut être proposé sur le plan médical et surtout remboursé par la LAMA. Voici une autre revue systématique de littérature avec méta-analyse qui s'est intéressée à évaluer l'efficacité et la tolérance de cannabinoïdes médicaux chez des patients souffrant de sclérose en plaques, hein, ça date de 2018. Et puis, ce qu'on peut voir au niveau des points clés, c'est que sur plus de 3000 patients étudiés, ils se sont intéressés à analyser quels étaient les résultats en termes de spasticité, douleurs chroniques et dysfonction vésicale. Donc, une revue systématique de littérature avec méta-analyse se présente avec un tunnel plot comme ça. On va finalement lister toutes les études étudiées et puis on va pouvoir déterminer en fonction de la puissance des études si les études sont plutôt en faveur des cannabinoïdes ou en faveur du médicament placebo. Là, on voit que c'est en faveur des cannabinoïdes. Puis si on regarde de façon plus précise quels sont les résultats des cannabinoïdes, eh bien, on parle d'ampleur de l'effet, hein, c'est le SMD, et on voit que l'ampleur de l'effet pour la spasticité va être considérée faible, moins 0,25, je vous ai mis les codes en bas. Pour la douleur, plutôt très faible, et pour la dysfonction vésicale, plutôt très faible. Donc oui, il y aura une amélioration subjective de ces trois critères de jugement clinique, mais une amélioration qui sera faible à très faible. Et c'est là toute la problématique de ces résultats d'études, et c'est la raison pour laquelle les cannabinoïdes peuvent être recommandés avec précaution en général quand les traitements classiques n'ont pas donné satisfaction. Alors, une revue Cochrane, qui est une revue également de littérature qui cette fois date de 2022, a posé la question de recherche, c'était est-ce que les cannabinoïdes sont plus efficaces que le placebo pour améliorer la situation des adultes atteints de sclérose en plaques en termes de spasticité, douleurs neuropathiques chroniques des jambes, bien-être? Et puis, y a-t-il des associations avec des effets indésirables et en particulier des troubles neuropsychiatriques? 25 études ont été analysées qui portaient chez plus de 3000, presque 4000 personnes atteintes de sclérose en plaques, dont plus de 2000 avaient reçu des cannabinoïdes, que ce soit une association THC-CBD, du THC pur ou du cannabis inhalé durant 3 à 48 semaines. Et les résultats montrent que le nabiximol diminue, je cite les auteurs, probablement la sévérité de la spasticité à court terme chez les personnes atteintes de sclérose en plaques par rapport au placebo, avec une possible amélioration de la qualité de vie et pas de certitude pour l'effet antalgique. Alors, en discutant avec des collègues neurologues, souvent la crainte de médecins, c'est d'initier finalement un traitement de Sativex, donc de CBD et THC, et d'avoir un impact négatif sur la fonction cognitive des patients avec sclérose en plaques. Alors, pour répondre à cette question qui est extrêmement pertinente, euh, on sait que les troubles cognitifs peuvent être une manifestation de l'évolution d'une sclérose en plaques et l'objectif de cette étude était d'évaluer l'impact de cannabinoïdes sur la fonction cognitive des patients atteints de CEP durant 12 mois via toujours des revues avec des méta-analyses. Et les résultats montrent que
sur cette étude, environ 900 patients dans les deux bras, les cannabinoïdes ne mettaient pas en évidence d'association d'association avec des troubles cognitifs induits, pardon, par les cannabinoïdes. Et que quand il y avait des effets indésirables cognitifs, la grande majorité d'entre eux, soit 93,8%, ce qui représente 30 sur 32 événements, n'avait pas été prescrit in label, c'est-à-dire n'était pas prescrit pour la spasticité, d'une part, et d'autre part, les personnes avaient utilisé un dosage suprathérapeutique, c'est-à-dire à des taux de 12 presses par jour, alors qu'on en donne entre 1 à 6 et pouvant aller jusqu'à 48 sprays. Ce qui explique en fait ces effets cognitifs qui ont pu être mis en évidence. Donc des données plutôt rassurantes par rapport à cette crainte de survenue de troubles cognitifs en lien avec les cannabinoïdes. À mon sens, il y a d'autres facteurs à considérer quand on décide de prescrire ou d'envisager des cannabinoïdes à usage médical. Déjà, est-ce que les personnes ont déjà consommé du cannabis ou ses dérivés? Quel était l'effet? Est-ce qu'il y a eu des effets indésirables, notamment des attaques de panique, un effet de tolérance? Euh, ce sont des éléments qui vont nous aider, qui vont nous guider pour estimer les doses dont chaque personne a besoin. Quelles sont les indications, les objectifs thérapeutiques? Très important de les préciser en amont, de sorte qu'en cas d'échec finalement de traitement, on puisse les arrêter rapidement afin d'éviter la survenue d'effets indésirables. D'exclure des interactions médicamenteuses, comme j'ai pu le préciser, c'est indispensable de le faire au préalable de toute initiation de cannabinoïdes. De s'assurer que les personnes sont aptes à gérer les doses de cannabinoïdes prescrites, notamment s'il s'agit de sprays buccales ou bien de gouttes à administrer dans la bouche. Certaines personnes peuvent avoir des difficultés mécaniques, je dirais, de manipulation ou d'impulsivité psychique. Et puis de toujours évaluer cette balance risque-bénéfice, ce qu'on fait toujours en médecine, entre d'un côté un traitement qu'on va proposer, y inclut finalement les risques de l'évolution naturelle de la maladie, comme on a pu le voir avec les troubles cognitifs, et les risques secondaires à un traitement. Et puis d'introduire toujours à bas dosage, d'augmenter très lentement et progressivement les doses du médicament et de s'adapter. Moi, je dis souvent à mes patients, mon thermomètre, c'est vous, de s'adapter au corps des personnes, à la réaction de chaque personne qui est une réaction individuelle, et de suivre les personnes de façon régulière. Alors, d'un côté, on a des évidences scientifiques, on a beaucoup d'études, mais qui sont peu robustes pour certaines indications, avec des niveaux d'évidence qui sont, on va dire, entre très faibles à modérés. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de remboursement systématique de la LAMAL d'ailleurs. Et puis de l'autre, une demande croissante de la population avec un discours parfois très très positif qui peut même présenter les cannabinoïdes comme un médicament miracle. Et là, on peut se retrouver dans des situations un peu de discordance entre des discours individuels sur un vécu et puis des évaluations objectives peu significatives au niveau statistique observées sur des centaines, voire des milliers de personnes. Et cette demande croissante de la population a abouti à une modification de la loi afin de favoriser l'accès des cannabinoïdes. Alors, certains auteurs parlent de dilemme des cannabinoïdes. Faut-il les prescrire malgré le manque d'évidence robuste ou pas? Moi, j'aime beaucoup parler d'expérience individuelle. Chaque individu va réagir de façon différente. Certains vont avoir un bénéfice, d'autres pas, seulement des effets indésirables. Et puis, une partie, à peu près un tiers des personnes, ne va pas répondre du tout aux cannabinoïdes pour une raison qu'on ignore. Donc, quand on discute de la possibilité des cannabinoïdes, on le fait avec beaucoup de prudence et puis, je dirais, d'humilité. C'est un traitement qu'on peut proposer, et ça, il y a un consensus au niveau scientifique, en deuxième ou troisième ligne de traitement après l'échec des traitements classiques. Et ce n'est pas un traitement qui va remplacer un traitement, par exemple, de la sclérose en plaques. Et puis, on fixe les objectifs en amont avant de commencer le traitement et on l'arrête dans les 3, dans les 6 mois, si les objectifs qu'on s'était fixés ne sont pas atteints.
Alors voilà, entre d'un côté des évidences scientifiques pas assez robustes, qu'on aimerait plus robustes, des coûts financiers qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines de francs par mois en fonction du taux de cannabinoïdes prescrits, puis de l'autre, les arguments en faveur d'une prescription de cannabinoïdes parce qu'on a des évidences du monde réel, parce qu'on a des études de cas, d'efficacité, parce qu'on sait que le cannabis est une plante qui est utilisée depuis des millénaires avec relativement peu d'effets secondaires, je dirais, quand prescrit de façon appropriée, un risque de dépendance et de psychose qui se sont avérés très faibles dans la population. Et puis cette possibilité de traiter plusieurs affections avec un seul et même traitement, hein, cette triade douleur, anxiété, sommeil. Ça peut être aussi une opportunité de diminuer des doses d'opioïdes et de benzodiazépines et même d'alcool qui comportent même d'importants effets secondaires pour la santé des personnes. Alors, il y a un débat scientifique hein, qui peut être très animé entre certains scientifiques qui diront nous n'avons pas d'évidence suffisamment robuste, nous ne pouvons pas prescrire de cannabinoïdes du tout, puis d'autres scientifiques qui diront ok, pour certaines indications, les évidences ne sont pas très robustes, mais d'un autre côté, on sait que les gens vont consommer. Donc, ils vont avoir une attitude beaucoup plus pragmatique, comme par exemple le professeur David Nutt, qui dit que finalement, OK, au niveau méthodologique, les données sont à discuter, mais qu'on sait que pour certains patients, ça va permettre une diminution de la souffrance et que donc pour ces patients, leur prescrire aussi des médicaments à base de cannabis permettrait de leur permettre d'accéder à des produits de qualité, des produits contrôlés, et puis de sortir aussi du marché illicite et du narcotrafic. Voici les différents produits à base de cannabinoïdes que l'on peut trouver sur le marché. Donc, sur ma partie de gauche, vous voyez qu'il s'agit de produits pharmaceutiques avec des indications médicales, thérapeutiques, qui sont validés, qui ont une autorisation de Swissmedic. Donc, à partir du moment où ils ont l'autorisation de Swissmedic, ils sont soumis à la loi du contrôle des médicaments. Ça peut être des médicaments comme l'Epidiolex ou des préparations magistrales en pharmacie qui, elles, vont recevoir l'autorisation de la pharmacienne ou du pharmacien cantonal. Et puis, pour les médicaments avec un taux de THC supérieur ou égal à 1%, le fameux Sativex, et puis des préparations également magistrales en pharmacie sous forme d'huile, en fait, de gouttes d'huile à mettre sous la langue, qui sont délivrables via une ordonnance à souche. Sur la partie de droite, il s'agit de produits techniques sans aucune indication médicale autorisée, en tout cas à l'ingestion, parce que ces produits sont soumis à la loi sur les cosmétiques. Euh, voilà. J'ai mis l'article de loi puisque c'est sans jugement aucun, mais la Confédération suisse et en particulier l'OFSP et Swissmedic rappellent hein, que ces produits qui contiennent du CBD prêt à l'emploi sont destinés à un usage médical, sont considérés comme des médicaments au sens des différents articles de loi et par conséquent, ils ont été autorisés par Swissmedic pour pouvoir être mis sur le marché. Alors, les gens consomment souvent des cannabinoïdes, soit par plaisir, soit pour diminuer une souffrance. Et dans le cadre de tentatives de diminuer de la souffrance, c'est une forme d'autothérapie. Et donc, l'interface entre un usage dit médical et non médical est probablement plus important que cette représentation que vous voyez sur mon graphique. Et évidemment, ce que nous aimerions, c'est de pouvoir identifier ces personnes qui pourraient bénéficier de produits prescrits à base de cannabis et d'éviter notamment de fumer et donc la combustion qui comporte les effets indésirables cardiovasculaires et oncologiques qu'on connaît. Le Sativex, voilà, est un spray qui contient un taux de THC supérieur à 1%. Grosso modo, c'est 50% THC, 50% de CBD qu'on peut proposer. On commence en général très lentement, un push par jour, plutôt le soir, pour s'assurer de l'absence d'hypotension, de vertige. Et puis, on va titrer très lentement en fonction de la tolérance des personnes. Le coût peut aller jusqu'à plusieurs centaines de francs par mois.
Et puis les préparations magistrales, qui sont des solutions huileuses dont je vous parlais, on proposera plutôt à des personnes qui ont soit des affections ORL qui contre-indiquent tout spray qui contient de l'alcool, soit des personnes qui ont une contre-indication à ingérer de l'alcool, ces gouttes huileuses. Pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus, je vous recommande de vous rendre sur le site de la Société suisse du cannabis en médecine, avec différentes recommandations thérapeutiques, avec des informations à la fois pour les professionnels de la santé et puis également vraiment pour les patients. Et puis toutes les questions différentes que les personnes peuvent se poser. En guise de conclusion, je dirais que les cannabinoïdes à usage médical peuvent être une indication lors de spasticité réfractaire chez des personnes atteintes de sclérose en plaques, que les cannabinoïdes peuvent être une alternative intéressante lors d'un traitement de deuxième, voire troisième ligne, après échec des traitements classiques, pour des patients qui ont tout essayé et qui restent souffrants, avec aussi le but d'améliorer finalement la qualité de vie globale des personnes, que ce sont des substances connues avec relativement peu d'effets secondaires, c'est ce fameux intérêt du multi-effet, un médicament qui va proposer plusieurs améliorations cliniques en cas de cachexie, dénutrition et puis de dépendance à d'autres substances psychoactives. Le niveau de preuve reste souvent modeste, voire faible, lors des essais cliniques conventionnels qui comparent à un placebo, mais que même s'il y a peu d'effets significatifs, que ce soit statistiques ou cliniques, eh ben, pour certaines personnes qui, elles, vont répondre favorablement, eh ben, ça va à un niveau individuel n égale 1 avoir une importance très importante dans leur vie et dans leur qualité de vie. Et puis, c'est le droit des patients euh, d'expérimenter, d'essayer un traitement qui finalement est disponible, même si ce dernier ne sera pas pris en charge systématiquement par la LAMAL. Et puis, évidemment, comme pour toute décision d'introduire ou pas un médicament, la décision partagée avec son médecin améliore les résultats du traitement et le rapport risque-bénéfice. Ça peut permettre aussi, pour certaines personnes, de réinvestir la relation thérapeutique et puis aux patients et patientes de participer activement et de devenir un peu l'auteur et le guide de son traitement. Voilà quelques références utiles que je peux vous recommander de lire, en plus de la Société suisse du cannabis en médecine. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Notre unité est à disposition si vous avez également des questions. Et je crois que maintenant, c'est l'espace dédié Le moment aux des questions. questions. Merci beaucoup, beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Effectivement, on va passer aux questions. J'arrête le partage. Volontiers. Donc, j'avais deux questions qui se ressemblent. Quand on parle de cannabis à ingérer comme dans un yogourt ou sous forme de tisane ou sous forme d'huile, si on a bien suivi, ça, c'est pas un médicament. Je ne sais pas ce que vous pouvez dire en termes d'avantages et d'inconvénients Mhm. à ce sujet ou pas. Mais Alors, si les huiles, ce qu'on appelle les préparations magistrales en pharmacie, les solutions huileuses sont des gouttes à mettre directement dans la bouche ou qu'on peut tout à fait mélanger avec plutôt un corps gras, donc du yogourt, ça va très bien. Si, il s'agit d'un médicament. En Suisse, nous avons actuellement pas en tout cas pas dans le canton de Genève, de capsules, mais par exemple en Allemagne, vous pouvez ingérer également des capsules. Et puis le spray buccal de Sativex est un spray également oral. Les tisanes, alors je dirais, rentre dans une autre catégorie parce que, alors, il est possible d'acheter en Suisse des fleurs de cannabis de façon tout à fait légale, sur prescription médicale, et puis d'en faire des préparations, soit alimentaires, soit des tisanes à boire, euh, avec la difficulté de dosage. Et c'était une puis, question aussi. et puis, et puis l'effet retardé psychotrope. Donc, je dirais, pour celles et ceux à qui ça peut convenir très bien, parce que le plus important, c'est finalement qu'il n'y ait pas ce processus de combustion,
le fait de fumer, c'est ça qui est dangereux, le fait de fumer, de brûler du tabac, euh, là, il y a des risques oncologiques et cardiovasculaires. Mais à partir du moment où la plante, je dirais, est de qualité, sans pesticides, contrôlée et ingérée sous forme orale, euh, après, effectivement, quand c'est pris sous forme de médicaments, avec un suivi médical, là, les risques sont encore plus diminués de survenue d'effets indésirables. Mhm. Parce qu'en termes d'astuces pour contrôler la concentration, éviter le dosage, là, est-ce que vous auriez quelque chose à conseiller ou Alors, d'astuces à quel niveau? pour contrôler la concentration puis éviter que ça soit trop fort? Ou pour les tisanes, pardon. Ah, c'est très difficile pour les tisanes. Je dirais que Ouais. la problématique précisément avec les tisanes. Ce que je peux recommander de façon assez pragmatique, je dirais, c'est vraiment de laisser infuser d'abord des faibles quantités et puis d'ingérer le plus lentement possible en se rappelant que le pic d'action va être décalé dans le temps. D'accord. Merci beaucoup. Rachel, tu veux poser là-dessus? Il y avait effectivement une question concernant le Sativex. Quelqu'un demande si vous recommanderiez le Sativex pour une personne qui a très peu de spasmes. Est-ce que c'est quand même quelque chose qui peut être... est-ce que vous le recommanderiez dans ce cas-là? Euh, mais alors la personne souhaiterait l'expérimenter pour quelle raison? Alors, il n'y a pas de détails. Donc, si la Alors, personne peut peut-être mettre des détails. Alors, ce que je dirais de façon générale, c'est vraiment, et ça c'est mon message aujourd'hui, la spasticité réfractaire est la seule indication Suisse Medic qui va permettre aux personnes avec une sclérose en plaques de bénéficier du Sativex qui va être pris en charge par la LAMAL. C'est la seule indication Suisse Medic. Après, souvent, les personnes avec sclérose en plaques peuvent avoir par exemple des douleurs chroniques. Donc là, elles peuvent bénéficier de traitement, mais ce ne sera pas forcément pris en charge par la LAMAL. Là, les personnes rentrent dans la catégorie des autres personnes pour les autres indications médicales, des douleurs chroniques ou même pour les troubles vésicaux en lien avec la sclérose en plaques. Donc, ce qui va justifier moi, j'ai eu par exemple récemment, vous voyez, une patiente qui avait une spasticité invalidante dans le cadre d'une sclérose en plaques, mais ses neurologues n'avaient pas prescrit les myorelaxants, disons les traitements classiques au préalable. Donc, à partir du moment où la spasticité n'est pas réfractaire, alors évidemment que je peux lui prescrire, mais c'est juste qu'au niveau de la prise en charge financière par la LAMAL, on ne pourra pas l'espérer parce qu'il n'y a pas cette notion de Hmm. réfractaire. Mais en termes de bénéfices cliniques, ce sera spasticité, ce que moi je peux observer au niveau clinique dans ma propre pratique, ce sera surtout une diminution des spasmes, une diminution éventuelle des douleurs, une diminution de l'anxiété possible, une diminution des troubles du sommeil. Donc les gens peuvent être moins anxieux, plus reposés, moins douloureux, et donc plus se mobiliser, plus faire les exercices de physiothérapie, plus sortir de chez eux. Voilà, ça c'est ce qu'on peut observer. Mais encore une fois, c'est pas une panacée, c'est pas un médicament miracle, et j'insiste euh, pour les présenter vraiment avec beaucoup d'humilité et d'honnêteté scientifique en disant que chez certaines personnes ça peut très bien marcher, euh, mais chez d'autres pas. Donc on peut essayer. Et on peut proposer un accompagnement pour voir si les personnes les supportent et s'il y a un plus dans leur vie. Quand on parle de spasticité réfractaire, est-ce que c'est le fait que la spasticité ne s'améliore pas avec les autres traitements ou est-ce que ça pourrait être aussi argumenté en cas enfin, s'il y a trop d'effets secondaires Non, avec les c'est le premiers premier cas de symptômes? figure. C'est Ouais, vraiment quand, d'accord. par exemple, les gens ont du lyorésal, qui est un mieux relaxant, et puis que malgré des doses thérapeutiques, vont dire je constate pas d'amélioration, ou alors je constate des effets trop sédatifs du lyorésal, je suis endormie toute la journée, et donc là, effectivement, ils répondent à cette indication Swissmedic. Mhm. Merci beaucoup. Euh, alors, comme on constate que enfin, que la demande a augmenté par la population en 2022. C'était en lien avec ce que vous disiez Mhm. durant la présentation. À quoi ça serait dû? Est-ce que c'est à cause de l'augmentation des maladies, de la fragilité psychologique due au Covid, par exemple, au confinement? Voilà.
Alors, c'est précisément la question que l'Office fédéral de la santé publique s'est posée et a voulu documenter. Donc, j'ai pas pu tout dire parce que j'avais quand même relativement peu de temps, puis j'ai pas voulu vous ennuyer avec les questions pratiques. Mais chaque médecin qui prescrit des médicaments à base de cannabis avec un taux THC supérieur ou égal à 1% doit remplir un formulaire qui s'appelle Mécana sur demande de l'OFSP. Ce à des fins de documentation, des indications de prescription, de type de médicaments prescrits, dosage et survenue d'effets secondaires. Ce à des fins de documentation nationale pour pouvoir dire, voilà, bah alors en Suisse, ce sera plutôt des douleurs chroniques, plutôt comme je vous ai montré chez les Allemands ou les Américains, et aussi d'effets secondaires. Le problème, c'est que là, on a eu les résultats très récemment depuis 2022, on a 1000 déclarations effectuées auprès de l'OFSP pour toute la Suisse. Avant 2022, plus de 3000 demandes par an. Donc, ce qui veut dire quoi? C'est que malheureusement, on n'a pas assez de documentation. Donc, j'espère que le registre national pourra nous permettre de mieux identifier les personnes finalement qui bénéficient de ces traitements, mais aussi de permettre à ceux qui n'en bénéficient pas encore et qui vont consommer du cannabis de rentrer dans cette prise en soins médicale. Et ce que je souhaite également, c'est évidemment qu'il y ait une prise en charge de la LAMAL, parce que sans ça, seule une très faible proportion des patients et patientes pourront s'offrir ces traitements. Et ça, c'est vraiment la barrière majeure de l'accessibilité des cannabinoïdes à la population. C'est le coût financier. Merci pour les précisions. On a encore une question d'une personne qui utilise du coup pour des problèmes de dépression et de vessie hyperactive et il observe des effets périphériques, donc des mouvements plus saccadés avec le cannabis qu'il utilise en fumant. Est-ce que ça peut être des symptômes liés au cannabis ou est-ce que c'est un effet dont il faudrait qu'il s'inquiète? Je ne sais pas Alors, si vous pouvez évidemment, répondre. ça m'est très difficile de répondre à cette personne parce Mm. que j'aurais d'autres questions à lui poser, hein. Se pose notamment la question du dosage, voire du surdosage. Euh, donc, je recommande à cette personne d'en discuter, par exemple, avec son médecin traitant pour un peu évaluer finalement Mhm. si la consommation de cannabis lui est bénéfique ou délétère. Mhm. Merci. Merci beaucoup. Euh, donc, c'est clair qu'il y a la question du remboursement, mais est-ce qu'il y a un effet qui peut être démontré donc c'est sur d'autres symptômes comme les migraines, les jambes sur repos qui peuvent finalement aussi toucher les personnes atteintes de CEP de manière plus indirecte? Alors, oui, mais, Mhm, c'est-à-dire, oui, dans les études, on voit qu'il y a une faible proportion des personnes qui vont avoir des effets bénéfiques. Et c'est là toute la difficulté, finalement. Quand moi je reçois un patient ou une patiente en face de moi, dans quelle catégorie va-t-il ou va-t-elle être? mhm, Et donc, c'est pour ça que on va expliquer que les données sont ce elles sont faibles à modérées et que éventuellement, en cas d'échec des traitements, vous parlez de migraine, vous parlez des jambes sans repos, donc si les traitements n'ont pas marché, que les gens veulent expérimenter, bah finalement, ils ont le droit d'expérimenter en toute sécurité avec des prescriptions médicales. Mais c'est pas comme si une personne a une bronchopneumonie puis qu'on va donner un antibiotique puis qu'après 5 jours, la personne est guérie. Vous mhm. voyez, c'est toute la difficulté. Merci. Alors, je vais prendre encore la suivante. Donc, le cannabis consommé par inhalation via vape, donc sans combustion forte comme les joints, ne sont-ils pas aussi une possibilité? C'est pour un cas d'anxiété, jambes sans repos, sommeil. Pas un problème de sommeil. Alors, effectivement, hein, la vape, que ce soit avec des produits à base de nicotine ou avec des cannabinoïdes, alors on n'en a juste pas encore à Genève, mais notamment à Berne, elles sont disponibles, est une alternative de réduction des risques, tout comme la vape avec des produits nicotiniques. Donc, bien sûr, c'est une alternative valable. Mieux vaut vaper
des cannabinoïdes que les fumées avec le processus toxique de combustion. Donc ça c'est sûr. Après, euh, c'est comme la vape nicotinique. C'est un moyen. Et puis, vous avez aussi des médicaments, probablement dans la stratification du risque. En tout cas, pour les vapes à base de nicotine, on sait qu'on a moins de 90% de risque si on compare la vape par rapport à la cigarette, mais il reste une partie du risque que vous n'aurez pas avec des médicaments ingérés. Mais ça reste une alternative de réduction des risques valable et intéressante. Super, merci beaucoup. Peut-être une dernière question. N'hésitez pas encore à... Enfin, c'est 19h, mais si vous avez encore une, deux questions, on pourra les prendre. Si elles sont pas trop personnelles. Euh, les effets thérapeutiques, ils vont pas arriver à une... Enfin, ils n'arrivent pas tous à la même dose. C'est-à-dire que la dose va dépendre vraiment de la personne et pas de l'effet recherché. C'est ça? Exactement. Alors, il y a des facteurs de susceptibilité, hein. Certaines personnes, moi j'en prescris à certaines personnes âgées, voire très âgées, de plus de 85 ans, qui sont complètement naïfs de cannabis, qui n'ont jamais fumé. Donc, évidemment, pour ces personnes, je vais commencer à des microdoses et puis on peut avoir une réponse clinique favorable ou pas à des doses qu'on va considérer comme très faibles. On sait, hein, la fourchette, pour vous dire, au niveau du THC, ça peut être pour des personnes entre 10 et 30 milligrammes par jour. Donc c'est très variable. Euh, Maintenant, moi j'ai eu des personnes avec 10 milligrammes de THC qui étaient extrêmement fatiguées, qui avaient une sensation de bouche sèche, de plus avoir la force de sortir de chez elles. Donc évidemment, on diminue les doses. Il y a vraiment, c'est très difficile de prédire comment chaque personne étant unique, comment chaque personne va réagir en fait à ces composés. Mhm. Donc la fourchette, elle est importante. Après, pour les personnes qui sont aussi, je dirais, qui ont peur des effets psychotropes du THC, on peut tout à fait essayer du CBD. Je l'ai mentionné brièvement durant ma présentation. Alors, on sait qu'on aura moins d'effets, mais force est de constater que chez certaines, il peut déjà y avoir un effet, alors je dirais pas sur la spasticité ni sur les douleurs chroniques, mais plus sur des critères de jugement clinique comme l'anxiété, les troubles du sommeil. Donc ça peut être une façon alternative plus douce de rentrer en contact des cannabinoïdes et puis après un certain taux, en cas d'absence d'effet ou d'introduire très doucement du THC. On voit en pratique en général assez vite. Déjà, au bout de quelques jours, si la personne supporte ou pas les cannabinoïdes, ou à contrario, si on va avoir la survenue d'effets secondaires. Et puis, on voit assez vite, je dirais, alors, il faut le temps quand même d'arriver à un taux thérapeutique, mais on voit assez vite si on a une amélioration clinique des personnes. Et ça, les gens le disent tout de suite, en fait, au bout de Mhm. quelques semaines. Très bien. Donc, on est assez vite fixé. Puis après, le challenge, c'est trouver finalement le dosage qui convient à chaque personne, le nombre de prises quotidiennes et puis la dose qui peut varier en fonction du moment de la journée. Pour toujours être dans cet équilibre très fin, de permettre des bénéfices sans avoir les effets indésirables comme la fatigue, par exemple. Mhm. Donc, c'est Merci vraiment des beaucoup. traitements individualisés, sur mesure, qu'on va proposer pour chaque personne. Alors, on avait peut-être une dernière question. C'était par rapport au Sativex et est-ce qu'en lien avec la circulation routière, la personne demande effectivement, vous disiez hein, qu'il peut y avoir des effets par rapport à la conduite. Et du coup, est-ce que justement, si on est sous la prise de médicaments Sativex, est-ce que ça veut dire que du coup, il n'y a pas du tout d'autorisation de conduire? Ben, enfin, jusqu'où elle va cette réglementation au niveau de la circulation? Est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir un retrait de permis éventuel ou... Alors, c'est une de nos sources de préoccupation majeure, puisqu'il y a des personnes qui ont renoncé à des traitements de cannabinoïdes parce qu'ils ne souhaitaient pas justement renoncer à la conduite automobile. Il y a eu, suite au changement de loi, pendant quelques années, jusqu'à récemment, une absence de loi suffisamment
clair, au même titre que, par exemple, pour les personnes qui sont sous traitement agoniste des opioïdes ou de benzodiazépines pour raison médicale. Et puis, ce sont d'autres médicaments qui modifient, en fait, qui ont un effet psychotrope et qui peuvent modifier l'aptitude à la conduite. Pour ces personnes, le rationnel, c'est de dire, quand on initie le traitement, quand on modifie la dose et qu'on estime que les personnes ne sont pas aptes à la conduite, eh ben, la conduite est formellement déconseillée. Donc, pour tout médicament psychotrope, ça devrait être comme ça. Euh, Sauf qu'au niveau de la loi, là actuellement, moi j'ai pas connaissance d'une loi qui soit similaire pour les cannabinoïdes. Donc la possibilité, c'est d'en discuter avec son médecin. Sur prescription médicale, même si juridiquement je doute qu'il y ait une validité, mais le médecin peut faire une attestation en disant que c'est pour raison médicale. Et si la personne le souhaite, le mieux c'est de demander que la personne s'auto-déclare en fait au service des automobiles pour demander une expertise d'aptitude finalement à la conduite. Ça, je pense que ce serait la mesure la plus sécure. Mhm. Merci. Super. Merci beaucoup pour la réponse. On va passer à la clôture de ce webinaire. Je vais juste repartager mon écran. Voilà. Euh, donc, en fait, je passe directement la parole à Rachel qui va présenter le conseil. Alors voilà, donc au niveau du conseil, on est là pour l'écoute, pour vous donner des informations sur faire vraiment un point de situation quant à vos situations, voir comment on peut vous aider et également vous accompagner dans certaines démarches, notamment avec l'AI si vous avez besoin. Donc en cas de question, n'hésitez pas à nous appeler via l'infoline. Et du coup, on peut regarder ensemble comment vous aider. Là, vous voyez du coup notre numéro de téléphone. On a aussi un mail où vous pouvez sans autre nous contacter pour toute question que vous pouvez avoir concernant votre situation. Exactement, merci. Et notamment par rapport au webinaire de ce soir. Donc, vous pouvez aussi nous transmettre d'éventuelles questions par la suite, même si vous regardez encore le webinaire par après. Juste les prochains webinaires à venir le 2 avril sur les troubles du sommeil et puis le 27 mai sur la vitamine D en lien avec la sève. Et j'oubliais, le 10 juin, un webinaire pour les jeunes, enfin, un cours en ligne euh, pour se rencontrer et en apprendre plus sur nos groupes régionaux. N'hésitez pas à vous inscrire, tout est ouvert sur notre site. Vous trouvez aussi tous les prochains cours et formations comme d'habitude sur notre site. Et voilà, donc on arrive au terme de ce webinaire. J'aimerais encore vraiment remercier la doctoresse Deborah Litsky-Aziza pour toutes ses explications, les réponses à toutes nos questions. On reste volontiers à disposition si jamais vous en avez d'autres. Et puis, vous recevrez à l'issue de ce webinaire et ainsi que la semaine prochaine un sondage qu'on vous serait reconnaissant de remplir. Ça nous aide à nous améliorer et aussi à amener des thématiques qui vous intéressent. Donc, merci beaucoup, beaucoup pour votre participation à toutes et tous et très belle soirée. À bientôt. Merci.